C'est parti. Madame, est-ce qu'il peut présenter comme ça directement? Bonjour, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce webinaire de lancement de l'évaluation MAPS du Bénin. Je suis très heureux d'avoir ici les autorités du pays et aussi les consultants qui ont travaillé pour mener jusqu'à la conclusion cette évaluation qui nous a permis de voir l'état des marchés publics dans le Bénin. Je voudrais aussi remercier vivement les parties prenantes dans le pays qui ont été dans ce processus, tout au long de ce processus, et qui nous a permis vraiment de comprendre, mais aussi d'avoir des recommandations pour améliorer comment la passation des marchés est faite dans le Bénin. Donc, on va commencer. Je vais juste pour rappeler, ce webinaire est, euh, est enregistré et vous allez trouver l'enregistrement du webinaire euh, juste après sur notre site web mapsinitiative.org. Alors, je vais donner maintenant la parole à Monsieur Séraphin Agba Ungbata, président de l'Autorité de régulation des marchés publics, ARMP Bénin. Monsieur, vous pouvez adresser le public. Merci. Merci tout le monde et surtout le secrétaire MAPS. Et je suis très heureux de cette initiative-là parce que ça permet davantage de jauger ce que nous avons fait et de partager donc les expériences. Monsieur le secrétaire coordonnateur MAPS, mesdames et messieurs les membres du groupe technique et consultatif de l'évaluation, mesdames et messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers du Bénin, mesdames et messieurs les membres du Conseil de régulation des marchés publics, monsieur le secrétaire permanent, coordonnateur des travaux de l'évaluation, madame la directrice nationale de contrôle des marchés publics, mesdames et messieurs les membres du comité national chargé de l'auto-évaluation du système national de passation des marchés publics, monsieur le superviseur et assistant technique du processus d'évaluation, mesdames et messieurs les spécialistes en passation des marchés publics, distingués invités au présent webinaire, chers participants. L'évaluation du système de passation des marchés publics demeure une priorité fondamentale pour le gouvernement du Bénin. Et l'autorité de régulation des marchés publics en a fait une mission principale afin d'identifier et de dresser la liste des forces et faiblesses du système national des marchés publics, d'analyser sous forme d'une cartographie les risques potentiels inhérents au dispositif national de passation des marchés publics et de convenir d'un plan d'action stratégique pour la poursuite des réformes en vue d'atteindre un système national moderne et performant, efficace, durable et plus inclusif, conformément aux objectifs du développement durable ODD. L'évaluation du système de passation des marchés publics du Bénin par la méthodologie MAPS 2, qui a commencé, il faut le dire, depuis 2021, est la troisième expérience en matière d'évaluation du système national de passation des marchés publics. En effet, la première évaluation dénommée Country Procurement Assessment Report, c'est-à-dire la revue analytique du système national de passation des marchés publics, en abrégé CEPA, a été organisée en 1999. La deuxième évaluation a eu lieu en 2014 avec les critères d'évaluation du Comité d'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, suivi de la revue du système de gestion des finances publiques et de la responsabilité financière de l'État conduisant au rapport PEMFAR. Comme on peut le constater donc, c'est la première fois que la République du Bénin fait le même exercice d'évaluation de son système de passation des marchés publics avec la méthodologie MAPS 2. Pour appliquer la MAPS 2, le Bénin a pris l'option d'une auto-évaluation. Cette auto-évaluation a été réalisée par un comité national tripartite, à savoir administration publique, secteur privé et organisation de la société civile, sous la supervision et l'assistance permanente technique d'un consultant international chargé de veiller à la mise en œuvre de toute la démarche scientifique conformément aux exigences de la dite méthodologie. C'est le lieu de renouveler notre reconnaissance, la reconnaissance de l'ARMP à M. Bernard Abeye. Merci beaucoup.
L'utilisation de cet outil oblige à faire approuver tous les livrables par le secrétariat MAPS basé à Paris, dont la mission est d'abord donner des conseils aux équipes pays pour la planification et la gestion d'une évaluation MAPS. Ensuite, examiner la qualité des notes conceptuelles et des termes de référence pour les évaluateurs, pardon, pour les évaluations MAPS. Après, de donner des conseils aux équipes d'évaluation MAPS sur la méthodologie MAPS. Enfin, examiner la qualité des rapports d'évaluation MAPS en collaboration avec le groupe consultatif technique MAPS afin de fournir une certification des évaluations qui répondent aux normes de qualité spécifiques. Pour respecter ces obligations, le Bénin a fait approuver en septembre 2022 par le secrétariat MAPS sa note conceptuelle sur la présente évaluation, laquelle note a permis au Comité national de conduire toute la démarche méthodologique acquise pour parvenir aux résultats qui vous seront présentés dans le cadre de ce webinaire. Le rapport issu de cette évaluation met en relief, pour l'essentiel, les analyses critiques conduites par les évaluateurs indépendants pour identifier les forces et faiblesses du système de passation des marchés publics du Bénin, formuler des recommandations et élaborer conformément à celles-ci un plan d'action pour opérer des réformes novatrices au niveau des 4 piliers évalués. Ces 4 piliers sont le pilier 1, cadre législatif, réglementaire et politique. Pilier 2, cadre institutionnel et capacité de gestion. Pilier 3, activité d'acquisition publique et pratique du marché. Enfin, pilier 4, responsabilité, intégrité et transparence du système de passation des marchés publics. Le rapport d'évaluation du système de passation des marchés publics par la méthodologie MAPS 2, ainsi obtenu, a d'abord été soumis à un processus d'assurance qualité rigoureux, constitué d'un examen de fond par le groupe technique consultatif d'évaluation désigné et composé d'experts du monde entier en passation des marchés publics, puis approuvé par le secrétariat MAPS au terme de son examen méthodologique. Le sceau de l'approbation obtenu le 9 novembre 2023 et la publication du dit rapport en avril 2024 sur le site officiel du secrétariat MAPS prouvent que le Bénin a utilisé à bon escient et avec succès la nouvelle méthodologie MAPS 2 pour l'auto-évaluation de son système de passation des marchés publics. Mesdames et messieurs, qu'il me soit permis de vous affirmer qu'en organisant le présent webinaire, l'autorité de régulation des marchés publics du Bénin vise avant tout à saisir cette opportunité que le secrétariat MAPS lui a offert afin de présenter les résultats issus de cette évaluation par les soins du consultant international, M. Bernard Abélier. Du coordonnateur et représentant de l'équipe des évaluateurs, M. Guigui Ludwig, secrétaire permanent de l'ARP, et de M. Assogba Théodore Mathurin, rapporteur de l'équipe des évaluateurs, que nous saluons ici pour leur engagement et leur sens de responsabilité, sans oublier M. Nicolas Penagos, chef du secrétariat de la MAPS, et Mme, bien sûr, Justine Désiel, organisatrice du présent webinaire, sans lesquels le présent meeting n'aurait pas été effectif. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer mes propos sans exprimer de vive voix les reconnaissances des autorités à divers niveaux, et notamment celles des membres du Conseil de régulation des marchés publics aux partenaires techniques et financiers, notamment la Banque mondiale, aux membres du groupe technique consultatif pour ses précieux appuis, au chef du secrétariat de la MAPS et à tous ses collaborateurs pour les conseils ayant permis de conduire avec succès ce processus. Nos reconnaissances à tous les invités ici présents qui ont sacrifié actuellement de leur temps en notre faveur pour ce moment de partage d'expérience. Je souhaite plein succès au webinaire et je le déclare ouvert. Je vous remercie. Merci Je vous beaucoup, laisse. Monsieur Séraphin, pour ces mots. Et Merci. maintenant, je voudrais inviter les Oui, consultants, Monsieur Bernard Abeyé et Laurence Foliolalio, ainsi que Dr Ludovic Guédier, secrétaire permanent de l'ARMP Bénin, à nous raconter un peu ce que vous avez trouvé en tant que conclusion et les oui. recommandations pour améliorer le système dans le Bénin. M- Monsieur Bernard, on ne vous entend pas. Oui, bon.
Excusez-moi, j'avais des difficultés à ouvrir le micro. Donc, effectivement, nous allons présenter les conclusions et les recommandations. Quand je dis nous allons représenter, c'est-à-dire moi-même et Laurence Folio-Lalliot qui est en ligne ici présente. Donc, l'évaluation a été rendue possible par un arrêté ministériel créant un comité national composé de 3 sous-comités, à savoir le sous-comité de pilotage, le sous-comité technique et le sous-comité des évaluateurs. Les évaluateurs qui étaient composés de 2 consultants ici présents et de membres de la RMP, de la société civile, etc. Ce rapport d'évaluation du système des marchés publics est fondé sur la revue conjointe entre le gouvernement et la Banque mondiale, conduite dans un premier temps entre le 30 août 2021 et le 31 décembre 2021, suivie ensuite d'une seconde revue conduite à partir du 1er juin 2022. Ces 2 phases étaient liées à des problèmes de financement de la première et de la deuxième phase. Suite à une note conceptuelle validée par le secrétariat MAPS le 12 septembre 2022, un premier rapport approuvé par les parties prenantes au cours d'un atelier et validé par le comité de pilotage a reçu les commentaires du secrétariat MAPS et a été révisé et enfin validé en mai 2023. La version finale a pris en compte les diverses recommandations et fait aujourd'hui l'objet de cette présentation. Suivant. Alors, concernant le pilier 1, les conclusions, c'est que les dispositions de la réglementation relative aux règles d'acquisition sont globalement conformes aux principes internationaux, sauf en ce qui concerne le recours aux procédures de passation. Alors, les actions, les recommandations sont les suivantes. Réviser le code des marchés publics afin de affirmer que l'appel d'offres est la procédure par défaut. Restreindre les cas de recours à l'entente directe, y compris par décision du Conseil des ministres. Et réglementer les propositions spontanées. Suivant, pilier 1, il n'existe pas de stratégie nationale dédiée aux APD dans leur dimension sociale, économique et environnementale. Alors, l'action, c'est adopter une stratégie des APD et élaborer un cadre législatif et réglementaire traduisant les objectifs de la politique nationale d'achat durable. Suivant, pilier 2, conclusions et recommandations. Alors, les rôles des acteurs de la commande publique doivent être précisés. Alors, les actions, c'est consacrer la RMP, autorité de régulation de tous les contrats de la commande publique, y compris les PPP, ce qui n'était pas très clair dans les textes précédents. Préciser les règles applicables et opérationnaliser les achats groupés et les centrales d'achat. Les achats groupés n'étant pas très pratiqués, ainsi que les centrales d'achat. Suivant. Alors, on continue sur le pilier 2. La transparence de l'information doit être améliorée. Quelles sont les actions? Développer les procédures d'acquisition électronique, renforcer les audits et leur suivi, mettre en place une politique de conservation des archives, développer la formation initiale et continue avec les universités et autres centres de formation. Suivant, pilier 3, la programmation des achats et des contrats
doit être renforcée. Quelles sont les actions? Améliorer la définition des besoins, élaborer un modèle de stratégie de passation des marchés au profit des autorités contractantes et actualiser le modèle de plan de passation de marché qui doit être préparé au moment de la présentation aux conférences budgétaires, plutôt que plus tard lorsque le budget est adopté. Suivant. Pilier 4, la participation citoyenne au contrôle de l'intégrité de la commande publique doit être facilitée, sinon renforcée d'ailleurs. Quelles sont les actions? Accroître l'information et les audits. Publier les décisions de la RMP dans des délais rapides. Consulter la société civile lors des réformes de la commande publique. Suivant. Quels sont les enseignements tirés? Alors ici, je vais laisser la parole une seconde à Laurence Fallio-Lalliot, qui va nous dire effectivement quelle est son analyse des piliers 1 et 2. Laurence, tu veux intervenir là-dessus? Oui, je veux bien. Je veux également, si nécessaire, répondre à des questions qui pourraient être portées à la suite des présentations des différents piliers. Donc, comme on l'a résumé ici, on a considéré que de l'analyse des piliers 1 et 2 ressortait un système à la fois juridique, c'est-à-dire législatif et réglementaire, et un système institutionnel qui était globalement conforme aux attentes internationales et en tout cas aux pratiques des pays, y compris des pays riverains du Bénin. En revanche, il y avait quand même quelques remarques qui ont été portées, donc on pourra revenir dessus. Mais en revanche, c'est surtout dans la pratique des activités d'acquisition, dans le niveau opérationnel soulevé par le pilier 3, qu'il y a des améliorations à faire, notamment dans la programmation des achats. Et en ce qui concerne le pilier 4, qui porte davantage sur l'effectivité des contrôles, l'intégrité, notamment la lutte contre la corruption et les exigences de transparence et de participation de la société civile, là, il y avait un certain nombre de faiblesses qui pouvaient donner l'impression que le système avait besoin de réformes importantes. Avec le bémol suivant, c'est qu'évidemment, on se souviendra que cette évaluation a été effectuée en fait sur l'état du droit en 2021, ce qui évidemment peut-être aujourd'hui conduirait à la nuancer, étant donné des améliorations ou même des pratiques qui auraient pu se mettre en place depuis la mise en œuvre de la réforme de 2020. Voilà. OK. Justine, je crois qu'on a terminé. Merci Bernard et Laurence. Je ne sais pas, Monsieur Ludovic, si vous voulez aussi intervenir dans cette partie-là. Oui, merci, monsieur Nicolas et madame Justine. Je vais juste enchaîner avec l'intervention de madame Laurence. Effectivement, depuis 2021, il y a eu beaucoup d'actions qui ont été entreprises et les solutions qui sont mises en œuvre aujourd'hui permettent de régler le problème, quelques problèmes relevés, surtout au niveau de la pratique au pilier 3 et au pilier 4. Ce qui est fondamental à retenir aujourd'hui, c'est qu'au niveau de l'entente directe des gré à gré, ce n'est pas tant que l'on déplore l'intervention du Conseil des ministres, mais c'est l'encadrement de ces gré à gré autorisés par le Conseil des ministres et le positionnement du Conseil des ministres en tant qu'organe qui doit pouvoir autoriser dans des circonstances exceptionnelles les ententes directes pour régler des problèmes qui ont une importance capitale suivant la gravité de la situation et à laquelle le gouvernement doit faire face. Et il en est de même de les politiques de développement des achats publics durables. La réalité est que
les principes sont énoncés dans la réglementation au niveau des principes généraux à l'article 7 et des critères à l'article 73 de la loi, mais on n'a pas encore pu asseoir une politique nationale en la matière. Pour ce qui concerne et les achats groupés centrales d'achat également, la loi les a prévus et a renvoyé à l'utilisation de l'appel d'offres ouvert, mais sans spécifier clairement. C'est cette précision qu'il faudra désormais instituer avec la révision du code. Il en est de même du procurement qui est très avancé parce que c'est un processus qui a commencé aussitôt après 2021 et qui a une étape très avancée aujourd'hui. D'ici quelques mois, je crois que nous allons aboutir à la contractualisation avec l'éditeur. En ce qui concerne le partenariat avec les universités, ça ne peut se faire que dans le cadre de la mise en place et de l'opérationnalisation d'un centre de formation. Et l'ARMP, avec l'appui des PTF, est déjà dans ce processus. Le centre sera opérationnalisé cette année et dès l'année prochaine, on pourra alors envisager le partenariat avec les universités pour renforcer la formation ciblée en ce qui concerne les besoins du système. Pour les budgets, programmes, les plans stratégiques de passation des marchés publics, le Bénin est désormais dans la logique des budgets, programmes et nous sommes dans la logique donc d'adapter les plans stratégiques de passation des marchés publics à ces projets, à ces budgets et programmes qui vont dépasser le cadre d'un an et cela va permettre d'avoir une planification pluriannuelle. En ce qui concerne les OSC, il faut rappeler que les OSC sont impliqués puisque au niveau de l'ARMP, il y a le même nombre de représentants de l'administration que du secteur privé, que des organismes de la société civile. Or, l'ARMP prend toutes les décisions en ce qui concerne la régulation du système. Et là, on peut déjà affirmer sans se tromper que les organismes de la société civile sont fortement impliqués aussi bien dans l'élaboration de la réglementation que dans l'opérationnalisation donc des dispositions. Cependant, on est dans la logique de renforcer leur participation pour plus de surveillance du système à la base. Je vais revenir sur un aspect, le délai légal. On parle de délai légal fixé, sinon que normalement, à ce jour, l'ARMP publie systématiquement ses décisions dès que le Conseil les a adoptées, mais il serait toujours plus normal de fixer un délai dans la loi pour que ça soit plus contraignant pour l'organe de régulation. Au regard de ces éléments, je crois que, comme l'a dit Mme Laurence, de 2021 à 2024, beaucoup de choses ont positivement évolué, mais se plaçant ensuite 2021, on peut faire ces observations et constater que si le système est globalement conforme en ce qui concerne le cadre législatif et institutionnel, il y a quelques réglages qui sont en train d'être faits au niveau de la pratique, ce que nous avons constaté. Je vous remercie. Merci, Monsieur Ludovic. Maintenant, en fait, comme vous l'avez dit, il y a eu beaucoup de changements entre 2021 et 2024 et il reste aussi beaucoup des actions à faire qui ont été relevées, qui ont été identifiées dans l'évaluation. Et c'est maintenant qu'on voudrait donner la parole à Monsieur Théodore Mathurin Assogba, directeur de la RMP Bénin, ainsi à Monsieur Ludovic Kedji, encore une fois, secrétaire permanent de la RMP, pour nous donner une vision de ce qui reste à faire dans le Bénin pour implémenter les recommandations qui ont été identifiées dans l'évaluation. Donc, je donne la parole d'abord à Monsieur Théodore Mathurin. Merci, Monsieur Penagos. Je vous remercie. Alors, la seconde présentation est donc axée sur le plan stratégique de passation pour la mise en œuvre des réformes des marchés publics. Et cette présentation est axée sur 4 points essentiels, dont le premier, c'est l'objectif. Pourquoi ce plan d'action stratégique? Le Bénin pouvait prendre l'option de s'arrêter simplement à faire une évaluation simple. Mais le fait d'aller jusqu'au plan stratégique, c'est que nous envisageons alors de relever les points qui ont été tout à l'heure mentionnés comme et l'objectif, pour la diapo suivante, l'objectif de ce plan stratégique qui a conduit donc à identifier ses forces et faiblesses que, au regard des recommandations formulées et présentées tout à l'heure par M. Abeye, que nous puissions reprendre des réformes susceptibles
de rendre le système est plus inclusif, conformément aux objectifs de développement durable, ODD. Par rapport aux faiblesses identifiées, pour la diapo qui suit, 4 axes stratégiques ont été identifiés avec donc des actions prioritaires. Et nous prenons les piliers 2, les piliers 1 et pilier 2 qui regroupent les priorités qui vont être donc déployées. C'est que la révision de la loi 2020-2026 du 29 septembre 2020 portant code des marchés publics. C'est cette loi qui a servi de référence à l'évaluation. Cette loi mérite donc d'être révisée et tous les points sont donc identifiés à l'évaluation MAPS comme dans d'autres circonstances. Tous les points qui constituent des faiblesses sont déjà identifiés et donc dans les jours à venir, les mois à venir, cette révision sera donc actée. Il faut renforcer le cadre juridique en vue de répondre également aux exigences en matière des achats publics durables. Lorsque nous prenons la loi mentionne quelques points qui annoncent clairement que le Bénin est déjà dans les achats publics durables, mais il manque qu'il y ait une politique nationale, des discussions autour des secteurs vitaux, des aspects sur lesquels il faut donc s'appesantir pour qu'un cadre conceptuel, la note conceptuelle et les lois, les tests qui doivent être élaborés puissent l'être clairement pour qu'on sache que nous sommes dans les APD. Il faut renforcer aussi convenablement la séparation des fonctions. Tout à l'heure, il a été recommandé que la mission de l'ARMP soit clairement définie, aussi bien pour les marchés publics que pour les PPP. Et donc, il faut que dans l'ancrage juridique institutionnel, que ces éléments, ces recommandations soient donc prises en compte. Il faut renforcer la capacité de gestion des acteurs de manière à garantir leur libre accès à toutes les informations parce que aujourd'hui la loi prévoit la publication sous les formats Word et formats PDF qui ne sont pas en quelque sorte des formats qui sont libres d'accès. Et donc, ça a été recommandé. Ça va être pris en compte dans la révision de la loi. Il faut renforcer également les acteurs. Le SP l'a parlé tout à l'heure, la centre de formation, qui est une action prioritaire pour nous, et d'autres aspects qui concernent l'actualisation du plan global de formation et de la prise en charge de tous les acteurs du système. Au niveau du pilier 3, c'est-à-dire le cadre opérationnel d'acquisition des pratiques des acteurs, à ce niveau aussi, il faut renforcer la planification en vue de mettre les plans de passation en adéquation avec les budgets programmes sectoriels et le plan d'action du gouvernement. Le SP l'a parlé tout à l'heure, nous sommes déjà dans l'approche de budgétisation par programme, et donc il faut donner alors cette rigueur à tous les acteurs du système de passation des marchés pour qu'ils se comportent comme de bons planificateurs de manière à ce que les marchés qui vont être passés ne soient pas déconnectés des objectifs au niveau central comme au niveau déconcentré. Il faut renforcer l'efficacité des acteurs dans la mise en œuvre des procédures de passation des marchés publics, d'où le déploiement de l'e-procurement, dont le chantier est très actif et les étapes à franchir sont déjà même manifestes que nous sommes sur le bon chemin comme e-procurement. Renforcer la compétitivité du secteur privé national en concurrence avec les grosses entreprises étrangères. Oui, il nous a été recommandé que le secteur privé n'est pas du tout associé dans le dispositif de renforcement des capacités. Et aujourd'hui, il y a des actions donc dans ce sens pour prendre en compte même les petites et moyennes entreprises pour leur permettre d'être plus compétitives dans le concert de la mise en concurrence au niveau des marchés publics. Renforcer le dispositif de production et de gestion des données statistiques parce qu'il y en a manqué pour pouvoir évaluer certains indicateurs et nous avons pris compte comme élément majeur l'action prioritaire à mettre en œuvre.
déployer des plateformes pour permettre à ceux les qui en ont besoin pour mieux évaluer le système. Au niveau du pilier 4, qui concerne la responsabilité, l'intégrité, la transparence du système des marchés publics, à ce niveau, comme action, axe prioritaire, il faut renforcer l'implication des organisations de la société civile dans la surveillance du système, renforcer également la surveillance du système par la conduite à bonne date et dans les délais requis des audits annuels et indépendants, et renforcer le dispositif de la gestion des plaintes dans les marchés publics de manière à respecter les 7 jours ouvrables que la loi impose aux régulateurs. Et c'est pour cette raison qu'il y a aujourd'hui des réflexions, des actions déjà qui sont en cours pour permettre à l'autorité de régulation des marchés publics de désormais gérer les plaintes de digitaliser la gestion et l'instruction de la gestion des plaintes. Au niveau du grand 3, qui parle du plan de financement, c'est la diapo suivante. Le plan de financement est axé alors autour de 4 axes stratégiques. De 4 axes stratégiques, dont les 3 premiers sont prioritaires, c'est-à-dire l'amélioration du cadre juridique institutionnel et renforcement de la capacité de gestion des acteurs du système des marchés publics. Deuxième axe, amélioration des marchés publics, le renforcement du dispositif de surveillance du système des marchés publics et puis la coordination, suivi, évaluation du système des marchés publics. Voilà les 4 axes stratégiques autour desquels les actions ont été identifiées sur l'horizon de 2024 à 2028 pour un coût global estimé à 21 milliards 695 millions. Vous aurez constaté par rapport à ce plan stratégique les axes stratégiques de 2. Au niveau des axes stratégiques 2, nous nous retrouvons dans le pilier 3. Et c'est au niveau de la pratique aujourd'hui qu'il est reproché alors beaucoup de choses, d'actions et beaucoup de financement à ce niveau pour relever donc le défi sur l'horizon des 5 années à venir. Mais déjà en 2024, quelles sont déjà les actions qui sont réalisées par rapport au suivi de ce plan au niveau du chantier relatif à la révision de la loi portant code? Déjà, l'actualisation va être faite en 2025, mais j'ai dit tantôt que tous les points d'amélioration sont déjà identifiés. Il suffit donc de mettre en place donc, la commission qui va s'en charger pour que cette loi puisse être révisée à bonne date. Quant au point concernant le cadre juridique pour les APD, les réflexions sont en cours puisqu'il faut constituer des groupes thématiques par secteur, secteur de l'énergie, secteur de l'eau, secteur de l'éducation, pour que ces groupes thématiques puissent ressortir les éléments sur lesquels la note conceptuelle par rapport à l'APD pourrait être donc réalisée pour permettre à ce que le Bénin puisse se doter d'une politique nationale de façon inclusive. Par rapport au chantier de la dématérialisation, le SUE l'a dit tout à l'heure, les études de faisabilité sont réalisées depuis 2022. En 2023, l'assistant technique a été recruté pour appuyer un cadre de gouvernance mis en place et de bout en bout jusqu'à aujourd'hui. Toutes les actions menées sont en train de conduire déjà vers le choix de la solution. Et si tout va bien, le choix va être recruté au plus tard 2025 pour que dans l'horizon 2026, nous ayons passé la phase pilote et la phase de déploiement
au niveau de toutes les autorités contratantes cet outil qui permettra donc de créer et qu'il faut pour évaluer avec plus d'efficacité le système. Sur le volet professionnalisation, la création de centres de formation va être réalisée cette année, tout au moins à 60% de sa capacité d'investissement. Et l'année à suivre puisse prendre en compte tous les acteurs, tous les aspects thématiques et tous les points sur lesquels il faut agir pour former un capital humain digne, de manière que nous ne puissions plus enregistrer trop d'errements dans le système. En ce qui concerne le renforcement du dispositif de surveillance du système, aujourd'hui, nous n'avons plus de passif en termes d'audit des marchés parce que tous les candidats qui n'avaient pas obtenu d'audit, les audits annuels se réalisent à bonne date et de façon systématique. Par rapport à la digitalisation de la gestion des plaintes, les travaux, le chantier est déjà ouvert. Et si bien d'ici 2025, on peut prendre les plaintes en ligne de bout en bout. Je vous Merci. Merci, Monsieur Asokba. Donc, je, je vois que on a un peu de temps pour quelques questions et j'invite le public ici présent à formuler vos questions si vous en avez en cliquant sur le bouton de chat ou de questions de Zoom. Mais pour l'instant, je voudrais revenir à une question particulière qui a été un peu évoquée par Monsieur Ludovic et c'est sur le rôle des parties prenantes dans le pays. Alors, la méthodologie MAP met l'accent sur la participation lors de l'évaluation, mais aussi pour l'implémentation des recommandations avec les parties prenantes, non seulement l'institution qui gère ou qui fait la réglementation de la passation des marchés dans le pays, mais aussi avec d'autres institutions du gouvernement, le secteur privé et la société civile, et aussi bien sûr avec des partenaires euh, internationaux, financiers ou techniques. Et donc, je voudrais savoir d'abord ce que vous avez trouvé aussi, c'est une question aussi pour les consultants ici présents, ce que vous avez trouvé par rapport à la participation du secteur privé et la société civile, mais aussi sur ce que vous travaillez, comment vous travaillez avec ces parties prenantes, aussi avec les parties prenantes internationales pour implémenter les recommandations. Merci donc, Monsieur Nicolas Penagos, pour la pertinence de cette question. Il faut souligner que dans le cadre de l'évaluation des offres, puisque c'est le niveau le plus bas où on pouvait imaginer une participation directe des organisations de la société civile lors des évaluations des marchés publics. Le système tel que conçu permettait aux organismes de la société civile de participer aux procédures d'évaluation en tant qu'observateurs, si leurs représentants sont invités. Mais le dispositif mis en place permet de communiquer dans une transparence absolue les informations qui concernent chaque procédure, depuis l'expression des besoins jusqu'à chacune des étapes de la procédure, avec obligation faite aux acteurs du système de communiquer, de publier, sachant très bien que ces obligations de publication, ce devoir de publication a un coût. Le système ne s'est pas abstenu de publier et mieux, nous avons mis en place un dispositif de l'accessibilité à l'information au moindre coût et au grand public, à savoir qu'il y a le système de gestion intégrée des marchés publics qui est un portail des marchés publics qui donne les informations. Nous avons le journal des marchés publics qui est publié en ligne et donc le seul moyen de communication qui ait un coût véritablement, c'est le quotidien du service public national
Et donc, à partir de ce moment, les organisations de la société civile qui sont impliquées dans la surveillance du système à travers leurs structures décentralisées, déconcentrées, disposent des informations fiables et lorsque ils relèvent des non-conformités, des irrégularités, possibilité leur en fait de dénoncer et à l'ARMP de donner une suite à travers les autosaisines qui aboutissent régulièrement à des sanctions, à des annulations, des attributions à la reprise de l'évaluation, etc. Donc, le système est dynamique aussi bien au niveau décisionnel qu'à l'opérationnel. Les organisations de la société civile sont suffisamment impliquées et actuellement, nous travaillons avec eux, avec l'appui technique de l'ARMP, bien sûr, sur la mise en place d'un plan stratégique qui doit leur permettre d'être plus présents à tous les niveaux, surtout au niveau décentralisé, dans les processus de surveillance de ce que font les acteurs afin de remonter les informations, sachant que leurs représentants sont au niveau des structures décisionnelles comme l'ARMP. Voilà ce que je peux vous dire pour vous assurer qu'il n'est pas possible de dire qu'aujourd'hui, que la surveillance qui implique ces acteurs n'est pas assurée au Bénin. Je ne sais pas si le président voudrait compléter quelque chose ou si M. Abeillé ou M. Assoba voudrait également compléter. Merci. Oui, merci beaucoup, monsieur le secrétaire permanent. S'il vous plaît, je voudrais ajouter juste ceci pour dire que si nous prenons le conseil de régulation, je vous dis que c'est un organe tripartite. Tripartite parce qu'il y a le secteur privé, il y a la société civile et il y a l'administration publique. Donc, c'est un organe tripartite. Ensuite, c'est un organe paritaire. C'est le même nombre que fournit la société civile qu'il y a au niveau de l'administration, qu'il y a également au niveau du secteur privé. Donc, c'est un organe tripartite et paritaire. Ensuite, si nous venons au niveau des commissions de décision, je prends par exemple la commission disciplinaire. La société civile et le secteur privé sont représentés au niveau de la commission disciplinaire et participent largement à la prise de décision quant à ce qui concerne les recours, les plaintes, les dénonciations, etc. Donc, nous impliquons davantage et la société civile et le secteur privé dans le processus décisionnel. Il a ajouté tout à l'heure que, en fait, nous sommes dans un processus d'amélioration permanente du système. Nous savons programmer la formation que nous faisons. On a un pan qui est dédié à la société civile où les ONG envoient, donc, n'est-ce pas, des représentants pour participer donc, aux formations, de même que le secteur privé également. C'est vrai que ce n'est pas encore très, très outillé, mais il y a un plan qui projette tout ça et d'ici là, on peut aura davantage les résultats. C'est ce que je voudrais donc ajouter en remerciant bien sûr nos partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent dans cette formation pour la professionnalisation. Merci beaucoup, M. Pelagos. Merci beaucoup pour ces précisions. Je voudrais ensuite vous demander un peu sur vos plans par rapport à e-procurement, à la dématérialisation. Vous nous avez dit que déjà beaucoup a été fait entre 2021 et 2024. Et quelles sont les priorités alors qui ont été un peu évoquées par M. Assogba, mais quel est le progrès que vous voyez en termes des organisations de l'État qui vont pouvoir utiliser ces systèmes pour mener leur marché? Oui, là-dessus, je vais laisser la parole à M. Ludovic, qui est le président du COJU. Le COJU, c'est le comité juridique chargé d'élaborer les cadres, le cadre institutionnel et juridique qui encadre le système. Donc, il va davantage expliquer ça et profiter pour dire là où on en est exactement, quoi, M. Ludovic. Merci, Monsieur le Président, M. Penagos. C'est une question pertinente parce que lorsque nous avons opté pour la réalisation donc, de ce grand projet, le gouvernement béninois a mis en place très vite trois comités, le comité de pilotage, le comité chargé des aspects juridiques que j'ai la chance de présider et le comité chargé des aspects techniques, COTEC. Et ces trois comités, avec les structures qui sont impliquées comme les structures, l'organe de contrôle des marchés publics, le contrôle financier, le budget, le trésor, toutes ces structures se retrouvent au sein d'un creuset pour faire une réunion tous les lundis et tous les premiers vendredis du mois. Et très vite, on a réparti les tâches.
sur le plan réglementaire, les travaux ont suffisamment évolué puisque la loi a prévu déjà les dispositions légales permettant de passer à la dématérialisation, ce qui a permis d'élaborer déjà les quatre projets de décret qui englobent les 10 projets de décret en réalité parce qu'on a procédé par regroupement. Ces projets de décret sont en voie d'être acheminés vers le Conseil des ministres pour leur adoption. Parallèlement, le Bénin a recruté un assistant technique pour l'accompagner dans le processus de définition des explications techniques qui doit permettre de recruter l'éditeur. Nous avons parallèlement aux actions de l'accomplissement de sa mission par l'assistant technique, nous avons effectué des voyages d'études et dans plusieurs pays pour voir un peu quelle est la technologie, la solution pays la mieux adaptée pour le Bénin. Donc, au terme de ces voyages, nous sommes en train de préparer le rapport qui va sortir la solution pays retenue aux autorités gouvernementales afin d'obtenir maintenant l'autorisation pour passer au recrutement et à la contractualisation avec l'éditeur. Et donc, nous sommes sûrs que si le rapport est adopté avec la proposition de solution pays qui s'articule fondamentalement sur une approche mixte, c'est-à-dire une certaine partie de l'évaluation serait automatisée, une partie serait manuellement traitée par les acteurs, mais sur la plateforme directement. Tous les autres aspects, puisque le Bénin dispose de la PKI, avec le ISROAD qui permettent d'interfacer tous les acteurs pouvant intervenir jusqu'au secteur privé, à savoir les banques et les structures comme la sécurité sociale, etc. Donc, au finish, le Bénin aura un système qui va intégrer toutes les dimensions de manière que, en dehors de l'évaluation, jusqu'à l'exécution et au paiement et au règlement, nous allons pouvoir faire cela de façon dématérialisée pour gagner en temps, en efficacité et éviter au maximum les contacts humains qui favorisent la corruption. Et donc, c'est dans cette approche que nous sommes inscrits et nous sommes très avancés. Dès que le rapport de mission qui propose la solution pays sera adopté, je crois que nous allons passer à la phase de contractualisation avec l'appui technique et financier de la Banque mondiale que nous saluons au passage. Je vous remercie. Merci, merci, Monsieur Ludovic. On a ici une question de Monsieur Dakpo sur des idées sur la manière dont les ententes directes prises en Conseil des ministres sont encadrées. Je ne sais pas si c'est Monsieur Ludovic qui pourrait essayer de répondre sur... Je n'ai pas bien suivi la question. Si vous pouvez me rappeler la question. Alors, Monsieur Dakpo, il dit ici des idées sur la manière dont les ententes directes prises en Conseil de ministres sont encadrées. Alors, merci pour cette question. D'abord, l'intervention du Conseil des ministres est prévue par la loi. Donc, ce n'est pas une pratique qui est contraire à la réglementation qui est en vigueur. Cependant, lors des évaluations, on a trouvé que le positionnement de l'intervention du Conseil des ministres comme un cas de gré à gré n'est pas la meilleure et qu'il faudrait, dans le cadre de la révision de la loi portant cours des marchés publics, repositionner le Conseil des ministres comme un organe, donc dans le cadre institutionnel, en cas de besoin. Et là, nous parlons des cas extrêmes qui nécessitent une intervention immédiate du gouvernement. Donc, non pas seulement des acteurs. Nous donnons le cas de COVID, par exemple, qui est venu, où il y avait nécessité que des décisions soient prises à un niveau très élevé pour que le pays soit sécurisé face à cette menace. Et donc, ne pas prévoir un tel mécanisme, c'est comme si on va laisser un pays en proie à des situations qui peuvent échapper au système. Donc, nous avons dit alors l'encadrement consistera à replacer le Conseil des ministres là où elle doit rester en tant que cadre institutionnel et ensuite encadrer les conditions dans lesquelles le Conseil des ministres pourra avoir recours à ces procédures d'entente directe au regard soit de la complexité, de l'importance ou de l'urgence qui amène le gouvernement à prendre ses responsabilités face à des situations d'envergure qui nécessitent une décision du Conseil des ministres. Donc, ce ne serait plus la même situation après la révision de la loi. Je ne sais pas si j'ai satisfait à la préoccupation. Le président voudrait ajouter peut-être quelques éléments.
Oui, c'est juste pour appuyer que le Conseil des ministres en tant qu'organe n'intervient que dans des cas exceptionnels. Donc, ce n'est pas de façon régulière ou, comment je vais dire ça, ou de façon permanente. C'est lorsqu'il y a cas de force majeure, lorsqu'il y a une intervention indispensable compte tenu des intérêts du pays que le Conseil de ministres intervient alors pour le cas d'entente directe. Mais tel que la loi l'a positionné aujourd'hui, c'est pas exactement à sa place. C'est pour cela que M. Ledoux parlait tout à l'heure de ce que lors de la révision, on va le positionner davantage pour que ce soit un organe en bonne et due forme qui n'intervient que dans des cas exceptionnels, dans des cas de force majeure. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Ludovic et Monsieur Sarafin. On a aussi ici deux questions. La première, je crois que c'est un peu sur sur le processus MAPS et pourquoi les délais entre l'approbation de la note conceptuelle après du rapport et à la fin. Ce processus, je peux expliquer brièvement, il y a, comme Monsieur Sarafin l'a évoqué tout au début de son intervention, il y a le processus d'assurance qualité mené par le secrétariat de la MAPS et aussi par un groupe technique consultatif des experts internationaux. Et après ces commentaires, il y a un processus de révision et de correction des points dans le rapport qui a pris à peu près quelques mois. Je vous rappelle que on est en train de faire aujourd'hui le webinaire du rapport, mais le rapport a été déjà publié il y a déjà plusieurs mois. Euh, Ça, c'est pour la question numéro un. La question numéro 2, c'est sur le budget. Et je crois que ça c'est aussi à la RMP pour répondre à cette question. Donc, la personne dit elle trouve que le budget est assez élevé de 21 milliards et que par exemple le pilier 1 est de l'ordre de 3,6 milliards et elle se demande pourquoi ces coûts notamment pour le pilier 1, ce que ça comprend et comment est-ce que le gouvernement fera pour que ça soit mis en place, euh, pour mettre en œuvre ces réformes? Je crois que c'est une question qu'on trouve dans n'importe quel pays. Comment est-ce que le gouvernement va essayer de trouver le moyen pour bien mener ces réformes? Et je vous donne alors la parole. Je ne sais pas si c'est Oui, Monsieur je pense Sarafin. que M. le DAF, qui est le rapporteur, doit pouvoir répondre à cette question. Après, on pourra donc intervenir. Merci, M. Assoba. M. Assoba Mathurin. Oui, Monsieur le Président, je suis là. Oui, je suis là, Monsieur le Président. Par rapport au budget, et l'internaute estime que le budget est un peu exorbitant. C'est un budget qui s'étale sur 5 ans. C'est un budget qui s'étale sur 5 ans et il s'agit de réformes. Ce n'est pas une réforme dans le c'est une réforme qui est étendue dans le secteur. Il fait déjà 3 milliards et ils estiment que c'est élevé. Le premier pilier, le deuxième pilier, qui concerne l'axe stratégique du cadre juridique institutionnel. C'est à ce niveau que la loi va être révisée et c'est à ce niveau que nous allons élaborer la politique nationale des achats publics durables. Et à ce niveau, c'est 3 livrables qui vont être élaborés à élaborer cette politique. C'est à ce niveau que nous avons mis en place de renforcer l'efficacité professionnelle au niveau des acteurs qui nécessite qu'il faut créer un centre, qu'il faut l'équiper avec tous les instruments technologiques aujourd'hui pour permettre à ceux où que les acteurs se trouvent qu'ils puissent recevoir de l'RMP, des éléments qu'il faut pour ne pas commettre trop d'erreurs et être plus compétent à la tâche pour que les ne souffrent plus d'incohérence. Lorsque nous prenons
le pilier l'axe stratégique 2 qui concerne la performance du système, les modèles de plan de passation pour permettre à chaque autorité contratante de l'implémenter à son niveau, de faire en sorte que le système ne souffre plus d'outils et que tous les outils soient élaborés pour les mettre à la disposition de ces acteurs. C'est à ce niveau qu'il faut déployer le e-procurement. Ce n'est pas que le budget de l'e-procurement est ailleurs. Le plan stratégique est en même temps a inclus tout l'investissement qui est en train d'être consenti pour que d'ici 2 ou 3 ans, nous ayons la plateforme e-procurement. C'est ce qui fait que le budget a l'air d'être un budget très, très élevé. Et je l'ai mentionné que tout ça se trouve au niveau du pilier 3, où on reproche aujourd'hui au Bénin que c'est dans la pratique que nous pêchons. Et donc, si on arrive à déployer l'e-procurement, si on arrive à adopter le pays d'un centre de formation adapté et complet du système, nous croyons que d'ici 5 ans, nous allons retrouver la performance qu'il faut. J'en ai Merci. terminé. Oui. Si vous le permettez, hein, en une minute, je vais renforcer un peu pour dire qu'en réalité, le budget est étalé sur plusieurs années et que les dépenses qui ont été prises en compte concernent fondamentalement les ambitions du Bénin en ce qui concerne d'abord les 5 étapes à réaliser pour passer aux APD, surtout quand il s'agit de définir une politique nationale. Ça intègre la dimension sociale, environnementale, et tous ces volets nécessitent des études de portée à engager le gouvernement béninois à s'inscrire dans une approche de définition des normes de qualité dans chaque domaine, dans chaque secteur. Il y a maintenant le e-procurement on doit acheter la technologie, préparer et mettre à la disposition des acteurs tous les équipements qu'il faut. Parce que si on va mettre en place la plateforme e-procurement et demander à chacun de disposer des moyens avant d'y accéder, ça va prendre des années. Donc, l'État s'est engagé à mettre à la disposition les équipements qu'il faut, qui ont un coût. La gestion du changement, il faut former les gens, que ce soit le secteur public, le secteur privé, que ceux qui vont suivre le système sur comment ce que ça recouvre, comment le faire avec les équipements qu'il faut et maintenant les besoins en termes d'équipement même de la plateforme pour son fonctionnement et les acteurs qui vont l'animer. Donc, les coûts estimatifs intègrent toutes ces dimensions et ça s'étale sur plusieurs années. Donc, ce n'est pas un budget qui va être consommé en une année. Ensuite, le Bénin, avec l'appui de la Banque mondiale, est déjà en voie de mobiliser plus de la moitié. Donc, ce n'est pas ce coût qui fait peur au gouvernement, qui est notre principal bailleur, dans la mesure où, lors de la journée de MAPS Day organisée le 7 décembre 2023, avec l'appui des PTF, que ce soit la BAD, que ce soit la Banque mondiale, que ce soit l'USAID, tous ont manifesté le désir d'accompagner le Bénin dans la mobilisation de ces ressources. Et donc, le montant peut être 21 millions, ça fait peur, mais en réalité, quand on sait que l'on veut atteindre un niveau élevé dans la réforme, je crois que ce n'est pas encore alarmant et nous espérons que nous allons mobiliser ces ressources pour atteindre nos objectifs. Je ne sais pas si le président a encore quelque chose à ajouter. Je vous Merci. remercie. Merci, Monsieur Ludovic. On a juste une dernière minute pour finir le webinaire. Non, Je je pense voudrais que c'est bon. juste, Je pense que c'est juste, bon. Les explications données par le et le DAF, c'est suffisant. merci. Je voudrais juste, je vois il y a 3 commentaires ici que je voudrais juste vous raconter. Alors, par rapport à l'audit interne, c'est bien sûr, il faut prendre en compte, et ça c'est inclus dans la méthodologie MAPS, il faut prendre en compte dans les plans de formation, dans le plan de formation, le renforcement des capacités en matière de contrôle des marchés publics pour les auditeurs. Ça c'est aussi très important. Deuxième point, c'est comment inclure toute la population, dont la population analphabète, dans le processus de dématérialisation ou bien sûr dans le processus de réforme. Comment est-ce que tout le monde va pouvoir comprendre ce qui se passe avec le système de position de marché. Et troisième point, sur le positionnement de la méthodologie MAPS par rapport à la loi type CNUTSI. Et juste pour vous raconter que ce sont des outils qui sont alignés. La méthodologie MAP est alignée avec les bonnes pratiques internationales, dont la loi type CNUTSI.
Et c'est aussi, j'espère que ça soit aussi pris en compte pour n'importe quelle réforme dans le pays. Au moins, ces bonnes pratiques internationales qui ont été aussi identifiées lors du processus de l'évaluation. Donc, maintenant, on arrive à l'heure. Donc, je vous remercie à nos intervenants aujourd'hui, aux consultants et aussi aux autorités du Bénin. Et je vous invite à suivre tout sur la MAPS, sur notre site web mapsinitiative.org. Nous allons, euh, euh, vous allez pouvoir trouver l'enregistrement de ce webinaire et aussi tous les autres rapports et d'autres guides et vidéos et podcasts que nous avons pour vous sur notre site. Je vous remercie et je vous espère voir dans d'autres événements que nous allons faire dans le futur. Merci beaucoup. Merci, au Merci revoir. Merci beaucoup, M. beaucoup. Penagos, et à toute Merci à l'équipe tous. de la Merci. CAT. Monsieur Abeye. Merci beaucoup. Bientôt, nous allons vous inviter pour les Hyprocumé Days. Merci, M. Abeye. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir.